TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Que font les producteurs sur les sites des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP pour faire de la campagne agricole 2022-2023 une réussite? Une rencontre y est consacrée, rencontre organisée par le ministère de l'Agriculture qui en a profité pour sensibiliser ses producteurs sur la mise en valeur des sites. Donner son sang, une démarche importante pour sauver des vies. Un seul don de sang peut sauver jusqu'à 4 vies. Au Togo, beaucoup de personnes se sont engagées aux côtés du Centre national de transfusion sanguine pour répondre aux besoins des hôpitaux. Alors, qu'est-ce qui les motive à le faire? Des éléments de réponse dans ce journal. Et puis la fête de la musique, la célébration continue au Togo, une 40e édition qui a mobilisé plusieurs artistes togolais sur scène hier à Lomé. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Le Togo fait son entrée officielle au sein du Commonwealth des Nations. La décision a été annoncée ce samedi par l'organisation à l'issue du sommet de Kigali, un événement unique pour le Togo. Le chef de l'État, dans un tweet, dit ceci, je cite, « Je remercie les États membres du Commonwealth pour l'acceptation de notre candidature en ce jour. L'adhésion du Togo à cette grande famille est une évolution que nous avons souhaitée dans une perspective de renforcement de la coopération entre États et du brassage des peuples. J'adresse mes vives félicitations au président Paul Kagame qui assure la présidence du Commonwealth des Nations à l'issue du sommet de Kigali qui reste historique, en particulier pour le Togo et le Gabon. » Fin de citation. Cet événement historique traduit une fois de plus la vision audacieuse et pragmatique du chef de l'État de permettre à notre pays de poursuivre sa marche vers le développement durable et la prospérité partagée à travers la diversification de sa coopération avec d'autres États dans plusieurs domaines, notamment diplomatiques, économiques, éducatifs et culturels. Le 26e sommet des chefs d'État du Commonwealth, une rencontre historique pour le Togo, vous venez de le voir. Le Togo qui veut ainsi élargir le champ de ses rapports étatiques et diversifier davantage ses relations d'amitié et de coopération. Alors, que pensent les Togolais de cette initiative? La réaction d'un citoyen. Cette adhésion au Commonwealth va avoir un impact économique sur le quotidien des Togolais, notamment moi. Parce que le Commonwealth, à travers le Fonds pour la coopération technique et l'association des pays membres, va jouer un rôle très important dans le progrès économique et social du pays. Cette relance, ça va permettre au pays de relancer économiquement parce qu'il y a des liens qui vont se créer entre les pays membres. L'actualité ce soir, c'est aussi cette séance de sensibilisation organisée par le ministère de l'Agriculture. Sensibilisation sur les sites des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP installées dans les différentes régions du pays. Au-delà de ces sensibilisations, il a été question de faire le point sur les dispositions prises par les producteurs pour une campagne agricole 2022-2023 réussie. Nestor Mouzou. Après la mise en place des intrants dans les cantons et villages au profit des producteurs, avec au total 82 000 tonnes d'engrais, dont 43 000 de NPK et 39 000 d'urée et 3 000 tonnes de semences certifiées, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural multiplie des actions de proximité avec les exploitants dans toutes les régions pour leur meilleur encadrement sur le terrain. C'est ainsi que suite aux récentes rencontres régionales avec les interprofessions et organisations professionnelles agricoles sur les enjeux de la sécurité alimentaire, il a été organisé une mission des équipes techniques sur les sites des ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées, sur toute l'étendue du territoire. Sur ces sites, la mission a consisté à faire le suivi des différentes dispositions prises par les producteurs, à les sensibiliser pour une mise en valeur des sites, à écouter leurs attentes et à recueillir leurs besoins. Ceci dans le but de maximiser la production eu égard au contexte actuel marqué par une crise alimentaire mondiale.
Une ZAP est une exploitation mutualisée de 100 hectares ou moins avec un mode agricole moderne qui réunit sur un seul et même site différents blocs pour la production des cultures vivrières, le maraîchage, la production d'arbres fruitiers, l'élevage et la pisciculture. Compris comme tel, ce système d'exploitation agricole constitue un des leviers importants de l'amélioration des rendements et des productions agricoles telles que visées par la feuille de route gouvernementale. Il s'agit d'être vraiment prévenant par rapport à tous ces fléaux qui sont en train de nous menacer. Donc beaucoup de dispositions ont été prises par le gouvernement. Comme vous êtes en train de le voir, les labours sont en cours. Les produits phytosanitaires sont mobilisés pour lutter contre les ravageurs. Les semences de qualité sont mobilisées. On est venu pour d'abord sensibiliser les paysans sur les nouvelles techniques de production et les sensibiliser sur les risques sécuritaires qui existent au plan international et sous-régional et les sensibiliser sur la production des produits vivriers afin que l'autosuffisance alimentaire soit donc une réalité au Togo. De ce fait, la réussite de la campagne agricole en cours dépendra des bons rendements de la production sur les ZAP. Nous, les femmes de la ZAP Nano, nous avons cette année 200 hectares à exploiter. Mais à ce moment-là, nous avons déjà fait 75%. Nous remercions beaucoup le président pour tous ces efforts qu'il fait pour nous. Notre ZAP, c'est la ZAP Cessaro. Dans la préfecture de Sotouboua, nous avons 100 hectares emblavés. Nous produisons précisément le maïs et le soja. Comme doléance maintenant, si on pouvait nous appuyer en batteuse, en égreneuse et même avoir le tracteur, puisque c'est dû au fait qu'il n'y a pas de tracteur qu'on a démarré tardivement. On a déjà cherché les semences, les champs sont déjà arrangés et maintenant on est en train de faire les labours et les semis ont commencé. Le gouvernement nous a beaucoup aidés. Par rapport aux intrants, je parle de l'engrais. Quand on nous a subventionné ça qui était à 30 et quelques mille, maintenant c'est revenu à 18 000. Les semences aussi, on a ça à notre portée. Avoir la main d'œuvre qui devient très chère. Ils nous ont aussi appuyé en herbicide pour nous aider à améliorer nos rendements. L'avènement de la pandémie à coronavirus et l'expansion des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest, accentuées par la guerre russo-ukrainienne, perturbent actuellement les chaînes de production et de distribution des produits de consommation. Dans le secteur alimentaire, ces perturbations présagent d'une crise contre laquelle chaque pays devra se battre pour garantir la sécurité alimentaire. D'où pour le Togo, augmenter significativement la production et les rendements agricoles pour couvrir prioritairement les besoins alimentaires nationaux et contribuer à satisfaire également ceux de la sous-région devient un impératif. Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenu vendredi à Dakar sous la présidence de Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances du Togo. Cette session s'est déroulée dans un contexte toujours troublé par la crise ukrainienne et ses conséquences sur les pays de l'Union. Examen des tests juridiques et des rapports semestriels, puis hommage mérité rendu à Tiemoko Kone, ex-gouverneur de la BCEAO, était à l'ordre du jour. Ulrich Amega. Pour sa deuxième session ordinaire de l'année, le Conseil des ministres de l'UEMOA s'est tenu à Dakar. La rencontre a lieu dans un contexte de reprise progressive des activités économiques et sociales au sein de l'Union. Le taux de croissance économique en 2021 est de 6,1% contre 1,8% en 2020. Par ailleurs, le taux d'inflation a atteint 6,8% en mai 2022. La pandémie du Covid-19 est certes en net recul, mais d'autres difficultés s'accumulent, notamment la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la livraison de blé dans de nombreux pays de la région. La rencontre a été l'occasion pour le Conseil de rendre hommage à l'ancien gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Kone, nommé en avril dernier vice-président de la Côte d'Ivoire. À la tête de notre institut des missions communes, le gouverneur Kone a grandement contribué à assurer la crédibilité et l'efficacité de la politique monétaire, ainsi que la résilience du secteur bancaire et financier de l'UEMOA, a déclaré le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, président du Conseil. Sous la houlette du désormais ex-gouverneur, la BCEAO a pris un ensemble de mesures inédites et novatrices qui ont contribué à renforcer de manière significative la résilience économique et financière des pays de l'Union face à la crise sanitaire. Aussi s'est-il impliqué dans la gestion de la réforme du franc CFA et du projet communautaire de création d'une monnaie commune. On peut également mentionner la création de l'agence UEMOA Titres,
la mise en place d'un dispositif de soutien au financement des PME-PMI, la mise en œuvre d'une stratégie régionale d'inclusion financière ou encore la promotion des bureaux d'information sur le crédit. A poursuivi Sani Yaya. Les participants à cette session ministérielle ont examiné des tests juridiques relatifs au fonctionnement du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UMOA, CREPMF. Également, le projet de rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale de juin 2022 au titre de la commission de l'UMOA. On en vient à cette séance de travail entre les conseillers municipaux de la région de la Kara et une délégation du ministère en charge du développement des territoires. Les échanges ont tourné autour de l'assurance maladie et de l'assurance accident dont ces conseillers municipaux bénéficient. Nestor Mozo. Depuis novembre dernier, les conseillers municipaux des différentes communes du Togo jouissent d'une assurance maladie et d'une assurance accident. C'est le chef de l'État qui leur a accordé ces assurances, ceci pour les accompagner dans l'exercice de leur mission de gestion des collectivités territoriales. Une délégation du ministère chargée du développement des territoires a rencontré à Kara les conseillers municipaux issus de la région. Il s'est agi pour cette délégation de recueillir les avis de ces conseillers municipaux sur le fonctionnement de ces assurances. Il est de bon ton, lorsqu'un processus est lancé, de s'arrêter un moment pour faire le suivi et voir si la jouissance se fait dans les normes et selon les contrats qui ont été signés avec les compagnies d'assurance. C'est cet exercice que nous nous prêtons, que la compagnie d'assurance NCA les a accompagnés tout au long. Et le message que nous leur portons, c'est de dire, il ne suffit pas de dire seulement merci au chef de l'État. Le chef de l'État voudra que cet accompagnement, cela se fasse sentir dans l'exercice quotidien qu'ils font sur le terrain. Cet exercice d'accompagner les collectivités territoriales. Les maires et les conseillers municipaux de la région de la Kara se disent satisfaits de ces couvertures. Ils ont profité de l'occasion pour soumettre des doléances. Nous allons remercier le chef de l'État pour ce dont nous apprécions beaucoup l'arrivée de cette assurance maladie pour les conseillers. L'assurance là, à son arrivée, vraiment beaucoup de conseillers ont retrouvé leur santé. Depuis que cette décision du chef de l'État a été effective, nos maires et conseillers peuvent aller se faire consulter auprès des services de santé, que ce soit public ou privé. Et après consultation, si ça demande des opérations, ils reçoivent des opérations. Cette assurance qui arrive à échéance, nous irons en fin de mandat. Les gens souhaitent vivement que cette assurance couvre toute la période du mandat. La délégation du ministère en charge du développement des territoires a effectué le même exercice à Thiévié, Balimé, Atakpamé, Sokodé et Dapaon avec les conseillers municipaux des autres régions. Voulez-vous construire un immeuble ou une maison d'habitation? Eh bien, vous devez obligatoirement avoir un permis de construire afin de sécuriser votre édifice. L'obtention de ce document, autrefois un casse-tête, est désormais facilitée avec l'appui de la Banque mondiale. Une plateforme a été mise en ligne en 2017. Elle a été mise à jour. Clarissa Ticlet. Au Togo, les architectes avaient la possibilité déjà en 2017 de faire des demandes de permis de construire en ligne. C'est à travers la plateforme dénommée Système intégré de gestion du permis de construire, mise en place par la cellule climat des affaires sur financement de la Banque mondiale. Depuis juin 2022, cette plateforme déjà opérationnelle a significativement évolué vers une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités pour plus de célérité dans le traitement des dossiers. Lorsqu'un architecte aujourd'hui a un souci, il peut facilement sur la plateforme envoyer un message aux responsables qui font les instructions pour avoir des compléments d'information. Lorsqu'un architecte soumet un dossier qui a des soucis, aujourd'hui on n'a plus besoin de l'appeler. Grâce à la plateforme, on peut rapidement le contacter et lui demander des compléments d'information nécessaires. L'architecte, peu importe là où il est, il peut toujours suivre son dossier, savoir que son dossier est à quelle étape du processus d'instruction et au besoin envoyer des fichiers attachés à son promoteur qui est son client qu'il arrive à servir. Et avec la mise à jour de la plateforme, nous arrivons à constater une célérité dans le processus de délivrance du permis de construire. Célérité, gain de temps, les avantages sont là. Et les permis de construire seront désormais délivrés en un temps record. Les bénéficiaires directs, ce sont les architectes. Ils sont au total 117 inscrits au tableau de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT.
Cette plateforme permet de réduire substantiellement les délais. Et de même, cette plateforme permet de dialoguer avec les services publics en vue de parfaire le dossier, de le corriger, mais d'aller très très vite en évitant des renvois sans justification et tout ça. L'autre chose essentielle aussi pour nous architectes, c'est d'éviter aussi d'avoir trop de procédures sur la plateforme. Donc tout le monde suit et on n'a pas 1000 visites de chantier, on n'a pas des interfaces humaines qui peuvent rallonger les délais. Et donc pour nous, c'est une avancée majeure. Ils sont les seuls habilités à manipuler la plateforme et à servir de courroie de transmission entre l'administration et les promoteurs immobiliers que sont leurs clients. Nous avons eu des formations en ligne qui permettent à tout le monde derrière son ordinateur de pouvoir poster donc les dossiers de permis de construire. Et parfois aussi, nous avons pu associer certains de nos collaborateurs. C'est l'occasion pour nous, pour l'ensemble des architectes, d'adresser nos vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Forest Gnassingbé, pour tous les efforts qui sont faits dans la digitalisation des services publics. Les maires du Grand Lomé ont aussi été formés sur la nouvelle version de la plateforme Système intégré de gestion du permis de construire. Cette formation a pour but de permettre aux maires d'avoir une connaissance du système qui a été mis en place et de savoir comment interagir avec tous les acteurs du processus. Donc le maire, là où il est, il peut au jour d'aujourd'hui savoir quel est le nombre de permis délivrés dans sa commune et quels sont les revenus liés à ces permis-là. Donc il peut mieux gérer les permis et faire le suivi et avoir des statistiques en temps réel. La mise à jour de la plateforme du permis de construire est faite par la cellule climat des affaires avec le financement de la Banque mondiale. Pour donc s'engager dans un processus de demande de permis de construire, les promoteurs immobiliers ont intérêt à avoir recours aux architectes, ceux qui sont à même d'enclencher le processus et de le conduire de bout en bout jusqu'à la délivrance du permis de construire. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a reçu ce vendredi la représentante résidente de la Banque mondiale et le directeur de l'Agence française de développement AFD, tous les deux en fin de mission. Yasmine Kodia. La représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Mme Awa Cissé Ouagué, en fin de mission, fait ses adieux à Mme le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé, occasion de présenter ses 4 ans de bilan de mission au chef du gouvernement. Et aussi, bien sûr, comme la directrice des opérations de la Banque mondiale au Togo, on en a profité aussi pour discuter un peu de l'état de la situation macroéconomique au niveau international, de l'insécurité au nord et de toutes ces crises qui se combinent et qui ont un impact sur le Togo et sur tous les pays de la région aujourd'hui. Et comment on peut encore ajuster notre intervention dans le pays pour pouvoir mieux répondre aux défis qui sont là. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir que le gouvernement a une vision claire par rapport à ce qu'ils veulent réaliser pour la population togolaise. Et je pense qu'aller vers une inclusion sociale et une harmonie dans le pays, c'est important. Et ceci passe par l'investissement dans le capital humain, l'éducation, la santé et la protection sociale. Le directeur de l'Agence française de développement, AFD, François Jacquier-Pellissier, s'est entretenu également avec Madame le Premier ministre dans le cadre de la fin de son séjour au Togo, après 4 ans de mission riche en échanges bilatérales. Je tenais à rendre compte de ma mission à Madame la Première ministre pour faire un peu un bilan et échanger sur nos travaux communs. Ces 4 ans ont été très riches. Il y a eu des projets qui ont fait du sens, des projets d'une grande beauté que les Togolais connaissent parce qu'il y a beaucoup d'impact sur les déchets, sur l'accès à l'eau, on a participé au programme mondialement connu qui s'appelle Novici. On a participé également à la formation professionnelle, à l'éducation. Ça a été vraiment une expérience professionnelle et personnelle extrêmement puissante. Et je vais quitter le Togo, mais je l'aurai toujours avec moi dans mon cœur. Les 2 personnalités ont déclaré quitter le Togo avec de bons souvenirs. À l'étranger et en bref, le commissariat de Dassari dans le nord du Bénin, attaqué par un groupe armé. Il s'agit du second commissariat attaqué dans le nord du pays en 2 mois. Et le bilan provisoire fait état de 2 policiers tués, 1 blessé et de 2 terroristes neutralisés.
L'ancien président Jacob Zuma conteste des sections du rapport Zondo, accusé dans ce document d'avoir été un acteur clé dans le système mis au point pour piller l'argent public. Un rapport jugé illégal et émanant d'une commission illégale. Jacob Zuma juge le rapport Zondo sur la capture de l'État illégale et hautement irrationnelle. Dans ce document, l'ancien président sud-africain est accusé d'avoir été un acteur central d'un système mis au point pour piller l'argent public. Lors d'une conférence de presse samedi, le porte-parole de sa fondation a répondu au juge. Étant donné la manière illégale dont cette enquête a été mise en place, il est impossible que ses conclusions et recommandations soient légales. Le rapport est donc un cas classique des fruits d'un arbre empoisonné. Pour revenir au rapport illégal de la commission illégale, il est, comme on pouvait s'y attendre, plein de ragots, d'insinuations et de conjectures. Il est très pauvre en preuves concrètes. On ne sait vraiment pas ce que le juge Zondo et son équipe ont fait exactement presque une demi-décennie et après 2 milliards de rands. La fondation indique par ailleurs que Jacob Zuma va saisir la commission des services judiciaires dans les 2 prochaines semaines. Ce rapport remis mercredi dernier au président Cyril Ramaphosa est le 6e d'une série de l'enquête sur la capture de l'État. Les chefs d'État du G7 unis en Allemagne aux côtés de l'Ukraine, alors que le pays réclame plus d'armes et plus de sanctions contre Moscou. Après cette réunion, la plupart de ses dirigeants se retrouvent ce mardi à Madrid pour le sommet de l'OTAN. Les chefs d'État du G7 affichent leur unité lors du sommet qui se tient en Bavière ce dimanche. Plusieurs dirigeants ont insisté, il faut rester soudés malgré l'installation dans la durée de la guerre en Ukraine. Cette rencontre se déroule alors que des missiles russes ont touché Kiev. Le gouvernement ukrainien réclame plus d'armes et plus de sanctions contre Moscou. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, réaffirme sur Twitter son engagement auprès du pays. « Nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra », écrit-elle. Le Premier ministre britannique Boris Johnson exhorte à tenir bon. Ce n'est pas le moment d'abandonner l'Ukraine. Ils ont plus que jamais besoin du soutien et de la détermination du G7. Charles Michel, lui, dénonce l'attitude russe. Le Kremlin utilise la nourriture comme une arme de guerre silencieuse et nous devons vigoureusement contredire la propagande russe sur le prix des aliments et des engrais. Le dangereux jeu de la faim mis en place par la Russie est le seul responsable de la crise alimentaire mondiale. Des familles et des enfants risquent la famine. Ils ont besoin de nourriture maintenant. Le temps presse et l'Union européenne travaille sur des alternatives pour exporter les produits agricoles ukrainiens. Après ce rendez-vous en Allemagne, la plupart des dirigeants du G7 se retrouvent mardi lors du sommet de l'OTAN à Madrid. Le président américain Joe Biden appelle les 2 organisations à rester ensemble contre l'agression russe. Les dirigeants français et britanniques se sont déjà mis d'accord en marge du sommet pour renforcer le soutien militaire à Kiev. Retour aux pages nationales. Au Togo, les besoins en sang subsistent selon les chiffres fournis par le Centre national de transfusion sanguine. Les besoins en sang au Togo sont estimés à plus de 75 000 poches par an. À peine 72% du besoin est couvert, soit un déficit de 21 000 poches. Pourtant, certains donneurs ne manquent pas à l'appel. Ils l'ont compris, un seul don de sang peut sauver jusqu'à 4 personnes. Alors pourquoi se sont-ils engagés à sauver des vies? Sandra Aziagbe. Alekero a failli perdre sa mère en 2009 quand elle agonisait à l'hôpital. Elle avait besoin de soins d'urgence et c'était difficile d'en trouver en ce moment-là. Une situation gravée dans sa mémoire. Ma mère était malade, où elle avait suivi une opération. Le médecin m'a appelé que ma mère a besoin du sang et on a acheté le sang. Bien sûr, ma maman est guérie et c'est là qui m'a donné l'audace maintenant de donner du sang. Et j'ai commencé à donner du sang. Ce qui me motive à donner du sang, c'est pour sauver la vie humaine. Et c'est le déclic pour qu'il devienne donneur de sang. Ce geste, Alekero l'a accompli durant 13 ans. Il se contente aujourd'hui d'inviter les jeunes à cet acte de solidarité.
Akpene fait partie de ceux-là qu'il a réussi à convaincre pour la cause. Par le passé, je n'ai jamais donné du sang. C'est mon chef qui m'a sensibilisée. Et depuis 2017, j'ai commencé. Bon, je suis toujours régulière parce que dans les journaux, dans les informations, je vois qu'il n'y a pas assez de sang disponible pour la population. Donner de son sang peut sauver la vie d'autrui, mais aussi celle du donneur et plus encore de ses proches. Alekero en est une preuve vivante. Mes proches qui savent que je suis donneur du sang, quand ils s'approchent de moi, rapidement, quand j'y vais pour acheter du sang, c'est plus rapide. Quand j'étais parti et on m'a prélevé le sang, on a fait presque les analyses de tout mon organisme. Et à partir des résultats, je sais en même temps que je suis en bonne santé. Dans la base de données du Centre national de transfusion sanguine, on retrouve plusieurs types de donneurs, parmi lesquels les donneurs événementiels. Kossi en est un. Son état de santé actuel le prive de cette noble acte qu'il prenait plaisir à accomplir pour sauver des vies. Il y a de cela plus de 12 ans que j'ai commencé par donner le sang. Depuis 2015, je ne donnais plus à cause des problèmes de santé. J'aimerais bien continuer par donner du sang parce qu'une fois, moi-même, j'étais en situation où mon enfant a besoin du sang. N'eût été l'intervention des autres donneurs, peut-être l'enfant périra. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je continue par exhorter les gens à donner de leur sang pour sauver des vies. 75 000 poches de sang, c'est la quantité annuelle nécessaire pour couvrir le besoin annuel du pays. Seulement, 70% sont mobilisés chaque année par le centre. Le Centre national de transfusion sanguine a plus que jamais besoin de l'altruisme individuel pour stimuler davantage les dons de sang. On fait à présent le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce dimanche. Nombre de cas confirmés, 37 348, 20 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 984, 18 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 89 et 275 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Une note musicale pour terminer, la fête de la musique, la 40e édition a rassemblé plusieurs artistes de la chanson sur une même scène hier. C'est une initiative de la Fédération togolaise de musique. Marie-Reine Habitat de Douaré. Grand retour de la fête de la musique. Elle a battu son plein à la soirée riche en couleurs pour commémorer la 40e édition. Toute une variété musicale pour chanter le do, ré, mi, fa, sol. Une fois là, cette occasion leur est donnée d'affirmer davantage ce métier-là qu'ils ont embrassé comme celui de musicien. À les voir tous sur la scène, on sent que la musique togolaise a de beaux jours devant elle. Après 2 éditions passées sous silence en raison du Covid-19, cet incontournable événement musical revient plus en forme que jamais. La fête de la musique, ce sont les associations et filières de la musique togolaise réunies autour de la grande scène. La fête de la musique a été toujours célébrée, mais on a noté une diminution de cet engouement autour de cette fête. Nous sommes ressaisis, on s'est dit que non, nous devons maintenant repositionner cette fête au Togo et faire en telle sorte que les artistes puissent avoir une visibilité dans leurs prestations et aussi faire valoir leur art qui est la musique. C'est dans la bonne humeur que les mordus de la musique ont répondu présents à cette invite ici sur le terrain du lycée d'Agoué. Jeunes comme adultes, tout le monde s'y retrouve dans chaque prestation. Nous saluons cette initiative et nous demandons à ce que cela puisse être pérennisé. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. C'est une grande joie pour nous, ici présents. Un grand merci au gouvernement pour cette réouverture des activités culturelles.
C'est un moment qui nous permet de nous déstresser et nous épanouir. La fête est belle. Nous aussi, nous sommes venus soutenir nos artistes. Leur danse, leurs prestations ont fait que nous avons répondu présent pour les encourager. Du gospel, du hip-hop, du R&B, de la musique traditionnelle ou encore celle classique, toutes les tendances se sont illustrées au plaisir du public. La messe musicale se poursuit ce dimanche sur le terrain du lycée Agoué pour marquer l'apothéose de cette édition qui a connu la participation de la SNB, Société Nouvelle de que nous appelons les sucreries, les chapeaux. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonne soirée chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.